La police de la pensée contre le révisionnisme chapitre 2. Du jugement de Nuremberg à la loi Fabius-Guessot. Par Éric Delcroix, avocat au barreau de Paris. Chapitre 2. Une loi qui bafoue les principes du droit. On viole le principe de la séparation des pouvoirs. La loi Fabius-Guessot n'est pas une loi, elle est une voie de fait. Aucun législateur n'avait le droit de la prendre et de créer ainsi un type d'infraction auquel on ne trouve pas de précédent dans l'histoire de la civilisation et du droit. Le législateur, c'est-à-dire le Parlement français, a commis là un acte de forfaiture. En portant atteinte, d'une manière unique et caractérisée, à l'impartialité des juges, il a violé le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif a bafoué le pouvoir judiciaire. Étonnant effet de la dégradation intellectuelle et morale des juges, les intéressés eux-mêmes ne semblent pas s'en être rendus compte. Dès 1991, j'ai appelé l'attention des magistrats sur cette violation du principe de la séparation des pouvoirs. L'argument a été repoussé, y compris par la Cour de cassation. Mon confrère, Jean Stévenin, avocat au barreau de Nanterre, a par la suite, en 1993, repris l'argument en le développant et en l'enrichissant de considérations nouvelles. Je pense nécessaire de revenir sur ces points. Le crime n'est pas défini, sinon capriciusement et rétroactivement. La loi Fabius-Guessot porte donc sur la contestation des crimes contre l'humanité, or, le législateur se révèle incapable de caractériser définitivement ce type de crime. Ainsi que Jean ait fait la remarque par ailleurs, les juridictions françaises n'ont, pour leur part, découvert le crime contre l'humanité que de manière adventice et tardive. Après quelques tentatives de définition au cours des années 60, 70 et 80, c'est seulement en 1985, à l'occasion du procès Barbie qu'on a mis au point une définition boiteuse pour, au demeurant, la modifier par la suite afin de l'adapter aux besoins du procès Touvier. C'est assez dire que tous les records de rétroactivité sont ici battus. Déjà, en 1945, les Allemands vaincus s'étaient vus appliquer une législation rétroactive, définie précisément le 8 août 1945, soit 3 mois après la fin du conflit en Europe. Aux Français complices du camp des vaincus, on applique une législation définie, de façon laborieuse et confuse, 50 ans après que ces hommes ont cessé toute activité réputée criminelle. Le juge se trouve soumis aux préjugés. Traditionnellement, et cela sans exception, le juge règle des cas d'espèce mettant en cause des personnes responsables. Cette responsabilité est civile ou pénale. Le juge doit faire montre d'impartialité dans l'examen des cas particuliers, surtout humains, qui lui sont soumis. En aucun cas d'espèce, ni en aucun ensemble de cas d'espèce, il ne peut abdiquer son devoir de souveraineté ou même en abandonner une part. Il jouit d'une totale liberté d'appréciation des faits, cette liberté constitue même son premier devoir. Seule s'impose à lui la règle de droit. Il s'agit là d'un principe objectif d'ordre général et abstrait, une norme. La norme, est-il besoin de le rappeler, doit s'appliquer sans préjugés. Le juge n'a pas à se soumettre à ce qui serait une autorité absolue de la chose jugée. Il ne doit connaître ni préjugés ni préjugement. Aucun plaideur ne peut être jugé d'avance. Ce scrupule du juge à ne juger que cas par cas peut d'ailleurs aboutir à des situations difficiles, ou même absurdes, mais tel est le prix à payer pour garantir tous ses droits aux justiciables. Supposons qu'au terme de toutes les procédures normales un individu soit condamné pour vol et imaginons qu'après sa condamnation on arrête un complice du même vol. Fort de l'autorité relative de la chose jugée, l'avocat de ce dernier sera en droit d'établir que ce vol-là n'a tout simplement pas eu lieu. En d'autres termes, cela signifie que l'avocat défendant une autre partie, même en présence de la même cause et du même objet, pourra faire mettre à néant une prétendue vérité relative précédemment établie. Le complice devra être relâché tandis que son compère demeurera en prison avec, pour seul espoir, le bénéfice d'une mesure de grâce ou d'une problématique révision de son procès. Le résultat, certes, heurte le bon sens mais c'est ainsi qu'on sauvegarde la souveraineté des juges, laquelle doit, en tout état de cause, rester inaliénable.
Grâce à l'autorité relative de la chose jugée, tout plaideur doit savoir qu'il bénéficie d'une chance spécifique, même si son procès ressemble à bien d'autres procès, fussent-ils connexes. On oublie que la chose jugée ne peut être que relative. Avant la loi Fabius-Guessot, il existait, certes, une autorité de la chose jugée, mais il faut bien comprendre que cette autorité n'était que relative, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquait qu'aux parties en cause. Dans deux procès similaires, un juge ne pouvait pas se prévaloir d'une décision rendue dans le premier procès pour l'appliquer purement et simplement au second procès. Toutes les décisions de justice restaient formellement indépendantes les unes des autres. Le procès changeait dès lors que changeait l'un de ces trois éléments constitutifs, soit les personnes en présence, soit la cause qui avait provoqué le procès, soit l'objet de ce même procès, c'est-à-dire ce que chaque partie prétendait obtenir, dans le langage judiciaire, la communauté de parties, de causes et d'objets. Bref, le jugement du procès de Nuremberg n'est formellement valable que relativement aux accusés de Nuremberg, que ces derniers aient été condamnés ou acquittés. Le jugement de Nuremberg n'était opposable qu'aux parties en cause. La chose jugée doit pouvoir être opposable, le juge contraignant telle personne à faire ou à ne pas faire telle chose. Dans ce cas, les intéressés doivent être informés de la décision, soit oralement quand ils sont présents à l'audience, soit en recevant une notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou une signification, par acte d'huissier. Mieux, une décision judiciaire peut nécessiter une publicité générale à l'adresse de tous. On l'a dit alors opposable erga on, envers tout. Une telle décision peut, en effet, avoir des conséquences secondes et induites d'ordre général à l'égard de tiers. Tel est le cas, par exemple, pour l'inscription en marge des actes d'état civil, pour les affaires dites d'état, nom, prénom, sexe, filiation, mariage ou divorce. La transcription à la conservation des hypothèques des droits immobiliers. L'inscription au registre civil de tout ce qui concerne la capacité des personnes physiques, mesures de protection, mise sous tutelle ou curatelle, renonciation à une succession, etc. L'inscription au registre du commerce et des sociétés de tout ce qui a trait aux garanties qu'offrent les commerçants à leurs créanciers potentiels ou à l'existence et au fonctionnement des sociétés. L'inscription en préfecture de tout ce qui concerne l'existence et le fonctionnement des associations qui prétendent à la personnalité juridique, etc. Si Hitler ou Himmler revenaient sur Terre, aucun juge ne pourrait leur opposer le jugement rendu contre Göring ou Kaltenbrunner et les condamner d'office. Ils auraient droit à un procès où le juge aurait à charge de rechercher s'ils ont, par exemple, commis des crimes contre l'humanité. Or, un révisionniste ne se voit pas même accorder ce droit, d'avance, il est condamné pour avoir contesté, et non pas même commis, des crimes contre l'humanité dont le juge ne cherche même pas à établir la réalité et les contours. Aux révisionnistes on oppose abusivement le jugement rendu contre Göring ou Kaltenbrunner, juridiquement, on le prive d'un droit qu'on accorde, au moins en apparence, aux nationaux-socialistes allemands. On ne garantit plus l'indépendance du juge. En Europe, quel que fût le système judiciaire en vigueur, le principe de l'indépendance du juge avait toujours été formellement respecté. Il l'était dans le droit coutumier comme dans le droit écrit. Le droit coutumier était le nôtre avant la Révolution et il reste celui de l'Angleterre, tandis que le droit écrit est celui de la France contemporaine et des pays d'Europe continentale. Sous l'empire du droit coutumier, comme c'est le cas en Angleterre, la jurisprudence tend à être rigide. En l'absence de loi écrite, cette jurisprudence définit une fois pour toutes la règle de droit. Le juge est tenu de respecter un droit que le précédent a défini pour toujours. Cependant, pour parer aux inconvénients d'une soumission formelle à ce précédent, le juge est maître de constater, comme il l'entend, le fait et les circonstances. Il lui suffit, pour recouvrer sa liberté, d'estimer que le fait qui lui est soumis se différencie, ne fût-ce que par un détail, du fait précédent. En revanche, il n'est pas supposé libre de définir la règle de droit applicable, il lui faut observer la coutume.
Il ne peut s'opposer à la règle législative, qui n'est pour lui que subsidiaire ou coutumière, mais il garde la ressource de démontrer que les faits de telle cause particulière ne correspondent pas exactement au champ d'application de la loi ou de la coutume. C'est ainsi que le juge anglais conserve son indépendance. Sous l'empire du droit écrit, comme c'est le cas en France, le précédent n'a pas d'autorité formelle. Le juge se réfère à la loi écrite. Il lui est interdit de prendre des arrêts de règlement. L'article 5 du Code civil précise, il est défendu au juge de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises. La règle normative et objective ne dépend pas des juges mais relève de la souveraineté législative du Parlement ou du pouvoir réglementaire de l'administration. Seuls les cas particuliers sont l'apanage du juge, qui, lui, est totalement libre dans son appréciation des faits. C'est ainsi qu'à son tour le juge français conserve son indépendance. Le juge est dépouillé de sa raison d'être. La loi Fabius-Guessot, elle, dépossède le juge de ce qui avait toujours été sa raison d'être. Depuis que les rois médiévaux ont délégué au juge le droit de rendre la justice, il ne s'est pas rencontré un cas analogue à celui de cette loi antirévisionniste. Même la Convention n'avait à ce point dépouillé les juges terroristes de leur prérogative la plus normale. Il arrive au législateur de se prononcer sur des cas particuliers. C'est ainsi que le Parlement élève un militaire à la dignité de maréchal de France ou distingue nommément, par l'effet d'une loi, tel citoyen qui a bien mérité de la patrie, mais il ne s'agit là que de mesures s'appliquant à des individus et sans effet sur l'exercice de la fonction judiciaire. Le juge est gagné par l'embarras. Aujourd'hui, la XVIE Chambre du tribunal correctionnel de Paris, sous la présidence de Jean-Yves Montfort, ne parvient pas à dissimuler son embarras sur le sujet. Dans un jugement rendu le 24 mars 1994, elle repousse l'argument de la non-publication du jugement de Nuremberg et d'autres jugements pour crimes contre l'humanité en déclarant : on doit admettre que, par une technique législative spécifique, le législateur a entendu poser une véritable présomption de connaissance du jugement du tribunal de Nuremberg, ou des autres jugements de condamnation pour crimes contre l'humanité, qui ont été rendus publiquement, et qui constituent à la fois des faits juridiques, opposables à tous, et des faits historiques majeurs, commentés et connus de tous, que la définition légale a intégrés comme élément constitutif du délit de l'article 24 bis. Que veut dire on doit admettre? Pourquoi devrait-on admettre? S'agit-il d'une hypothèse? D'une obligation morale? D'une nécessité juridique? Que signifie une technique législative spécifique? Qu'est-ce qu'une technique législative? De quelle loi relève-t-elle? Qu'est-ce qui autorise cette technique? Cette technique a-t-elle des précédents? Que veut dire le législateur a entendu poser? Quand sait-on que le législateur ait entendu poser signifie-t-il qu'il avait le droit de poser? Ou d'imposer? S'il ne l'a pas dit, faut-il le lui faire dire? Que signifie une véritable présomption? Que fonde-t-on sur une présomption de ce genre? Quelle est la portée de l'adjectif véritable? Comment peut-on présumer que tout, c'est-à-dire tous les Français, connaissent les 187 pages imprimées du texte officieux du jugement de Nuremberg ou, plutôt, toutes les pages du texte officiel de ce jugement que le président Montfort lui-même n'a pas été en mesure de produire lors de l'audience? Et comment tous les Français connaîtraient-ils les textes des autres jugements de condamnation pour crimes contre l'humanité? Enfin, comment peut-on parler de faits historiques majeurs, commentés et connus de tous? Comment la XVIE Chambre peut-elle affirmer que tous les Français commentent et connaissent, sans doute a-t-elle voulu dire, connaissent et commentent, des faits historiques majeurs qui ne sont ni énumérés, ni définis, ni situés dans le temps ou dans l'espace? La XVIE Chambre a eu l'honnêteté de vouloir répondre à l'argument de la non-publication du jugement de Nuremberg et d'autres jugements du même type, mais elle n'y est pas parvenue, sinon par des moyens que doit se refuser tout juge, le pathos, l'amphigourie, le vide des notions et des mots. Une mauvaise loi, admet maître Charles Cormand. Même ceux qui souhaitaient voir instituer le délit de révisionnisme sont obligés de convenir que la loi Fabius-Guessot est une mauvaise loi.
C'est l'opinion de Charles Corman, l'un des avocats les plus en vue parmi les censeurs du révisionnisme historique. En mai 1990, à l'époque du débat parlementaire sur cette loi, il constatait: il demeure que le texte voté est techniquement maladroit. La presse n'en a pas publié le détail. Or, sa rédaction révèle que le fait délictueux punissable est la contestation de l'existence des, ou d'un, crime contre l'humanité tel que défini par l'article 6 de l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Est-ce là un texte simple et facile à appliquer? On pourrait le penser à supposer qu'on ait vérifié l'exhaustivité en fait de crimes contre l'humanité de tous les jugements existants. Il faudra démontrer au juge que tous les éléments qui caractérisent le crime contre l'humanité sont réunis dans l'exaction dont l'existence sera contestée et que de plus elle avait été commise soit par un membre de la SS, soit de la Gestapo ou de la SD, soit du parti nazi, et en d'autres termes se livrer à un travail d'identification des auteurs quant à leurs noms et qualités. Simple. En fait, cette définition délirante du délit de contestation de crimes contre l'humanité va obliger les plaignants à engager les magistrats, qui n'en veulent pas, et on les comprend, à rejuger l'histoire, à les transformer non seulement en exégètes mais en véritables interprètes d'autres juges. Côté plaignant, il sera vivement recommandé d'être doté de volumineuses bibliothèques. C'est donc une mauvaise loi car d'application malaisée, elle sera donc inefficace. Ne demeurera que l'incantation, information juive, une mauvaise loi, mai 1990. Maître Corman fournissait là une série d'arguments qui, exploités par les avocats des révisionnistes, auraient dû convaincre les juges. Il n'en a rien été. Note 1. La francophobie, édition Libres Opinions, BP 579-01, 75 027 Paris CEDEX 01, 85 F, 1993, 113 P, P28, 98 SQQ.